Je commence par féliciter l'équipe Forget pour tout l'effort déployé pour faire cet événement. Oui, on a besoin de ce genre d'événements qui se déroulent autour des partages de connaissances et partages d'expériences. Cette présentation, donc j'ai écrit la présentation en anglais, mais je parlais en français. Et le sujet de cette présentation, c'était très difficile de le prendre au début, mais je pensais que c'est un partage d'expérience et aussi partage de connaissances. En tant qu'ingénieur logiciel, j'ai rencontré quelques problèmes, quelques erreurs dans les projets que certains anciens développeurs ont fait, et ça nuire à l'application. Donc, on va parler sur trois sujets. La concaténation string, le problème N+1 de GPA Hibernate et le mixage de programmation réactive et la programmation impérative dans le même projet. Alors, je commence par la concaténation des valeurs string. Donc, on va commencer par une question. Quelle est la première chose qui vous arrive lorsque vous pensez à faire une concaténation de deux chaînes de caractères? Plus, voilà. Donc, soit on va faire une simple plus, ou bien on utilise les fonctions de type string. Donc, c'est point concat. C'est simple, c'est clair et ça fonctionne. Mais laisse-nous essayer de faire un petit... on voit comment Java va opérer, ou bien comment Java va fonctionner pour l'output de cette fonction de concaténation. Donc là, on a un objet, un attribut str de type string. Il faut mentionner que string, c'est un type immutable, c'est-à-dire quoi? Donc, un type immutable, c'est-à-dire lorsqu'on on commence, voilà, ou bien lorsqu'on fait l'initialisation d'une variable de type string, cette valeur ne peut pas être changée au cours du programme. Donc, c'est immutable. Et donc, lorsqu'on va penser à faire, ou bien à utiliser la fonction .concat, donc, qu'est-ce que Java va faire? Donc, il va commencer par allouer une case mémoire pour mettre la valeur hello, une deuxième case mémoire pour mettre la valeur forget, et la troisième case mémoire pour mettre le résultat de la concaténation. Donc là, on a consommé trois cases mémoire dans une simple opération, concaténation. Donc l'output nous donne str, ça contient toujours le mot hello, et le résultat, contient les deux valeurs, la valeur de concaténation. Donc la solution ici, c'est de penser à utiliser des types mutables et non pas immutables. Imaginons-vous une boucle qui contient des milliers de données et qui fait une concaténation. Donc, combien de mémoire qu'on va utiliser et qu'on va gaspiller pour faire une simple opération. Donc, la solution elle est très simple. On va utiliser string builder au lieu de string. Donc, il faut commencer par déclarer une variable strBuild et on met notre première valeur qui est hello. Après, on fait un append pour concaténer et là, Java il va allouer une seule case mémoire pour toute l'opération. Donc ça, c'est par rapport au premier point. Donc, we keep it simple. La deuxième erreur, c'est le problème N+1. Donc, qui parmi vous connaît c'est quoi GPA ou bien Hibernate? D'accord. C'est quoi? Est-ce que c'est un framework, c'est ça? GPA, c'est un spec et Hibernate, c'est le framework. C'est l'implémentation de ce spec-là. Donc, généralement, les choses techniques, les préoccupations transversales, on essaie d'utiliser des frameworks prédéfinis qui nous aident à avancer, à accélérer le temps de développement. Donc, on essaie de se baser sur l'expérience des autres ingénieurs. Donc là, généralement, lorsqu'on utilise GPA et le framework Hibernate, on pense que c'est optimisé, on va utiliser les fonctions prédéfinies de ce framework-là, et donc tout est bon.
Donc, GPA nous offre 3 annotations qui permettent de définir les relations entre les entités, comme one-to-many, many-to-one et many-to-many. Dans le cas d'une relation one-to-many, comme celui-ci, auteur et livre, donc l'auteur a plusieurs livres, et livre est associé à un seul auteur. Donc, dans ce cas, pour le code, on va utiliser la notation add one-to-many, côté auteur, et many-to-one, côté livre. On va supposer qu'on a 2 tables. La première, c'est pour l'auteur, Vlad et Nebras, et la deuxième, c'est pour les livres. Donc, Vlad a un seul livre et Nebras a 2 livres. Si on va procéder pour la fonction récupérer la liste de tous les auteurs et leurs livres, donc on va utiliser tout simplement la fonction findAll, qui est une fonction prédéfinie de GPA Repository. Le code il est clair, correct, il n'y a aucun problème, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est le problème N+1. Donc, la première requête qui va être envoyée de l'application Java vers la base de données, c'est get all authors, c'est-à-dire select la liste de tous les auteurs, la première requête. Après, il va voir que M. Vlad a un livre. Il va envoyer une nouvelle requête vers la base de données pour récupérer les autres livres. Et ainsi de suite pour l'autre auteur, Nebras. Donc là, c'est un cas avec 2 auteurs seulement. Imaginez un cas où il y a des milliers d'auteurs et on veut récupérer la liste de ces auteurs-là avec leurs livres. Donc la solution ici, c'est d'utiliser GPQL. En fait, GPQL, c'est un langage de programmation de requêtage, Java Persistence Query Language. Elle est basée sur les attributs Java et les classes Java. Donc, c'est une requête plus ou moins SQL. On écrit par exemple select A from le nom de classe, on met le nom de classe et non pas le nom de table, et on utilise les attributs de cette classe-là. Donc, l'avantage ici de GPQL, c'est qu'elle est totalement indépendante de l'SGBD qu'on utilise. C'est-à-dire, la requête, elle puisse être fonctionnante, elle peut fonctionner avec une base de données MySQL ainsi qu'une base de données Postgres ou bien Oracle. Je pense que je parle très vite. Alors, donc, la solution, on a 2 solutions. Soit on utilise une annotation entity graph et on fait un override pour la méthode findAll et on dit que l'attribut de path, donc lorsque tu vas récupérer la liste des auteurs, il faut récupérer dans la même requête la liste des livres. C'est-à-dire là, on va envoyer une seule requête vers la base de données qui récupère les 2. Et comme ça, on va minimiser au maximum le nombre des requêtes entre l'application Java et notre base de données. Ou bien on utilise dans la requête SQL si on va faire des recherches, comme celui-ci, select A from author. On peut mettre where et on met les conditions. Et on fait un join fetch et on spécifie quelle est la liste qu'on doit récupérer via la même requête. Donc ça, c'est la solution du deuxième problème. Bien sûr, ici, avec GPA Repository, on peut même définir quels sont les attributs qu'on peut les récupérer directement dans la requête. Par exemple, là, on n'utilise pas l'auteur, donc l'entité. On peut ne pas utiliser directement l'entité auteur, on peut créer ce qu'on appelle des projections. Et dans ces projections-là, on définit tout simplement quels sont les attributs qui vont être récupérés. Par exemple, on a une classe qui contient des milliers d'attributs. Bon, ce n'est pas des milliers, mais 10 ou bien 11 attributs. On veut récupérer seulement le nom et le prénom de l'auteur. On peut créer une requête avec GPQL et dans l'output, juste une simple interface, ce qu'on appelle des projections. Vous pouvez chercher ça sur Internet, Spring Projection. Et cette interface contient 2 getters
pour dire à Spring GPA Repository de récupérer de la base seulement, c'est-à-dire ce n'est pas select A tous, select étoile, mais plutôt select A.name, A.last name. Et la dernière erreur, c'est le fait de mixer le code d'une programmation impérative et de la programmation réactive. En fait, l'idée ici, c'est qu'il y a des développeurs, lorsqu'on dit qu'on a un problème de performance dans l'API, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est on va essayer d'améliorer la réponse de la requête via la base de données. Donc, ils utilisent par exemple Reactive Mongo Database, Reactive Mongo Repository. Et j'ai vu des API qui retournent une liste et derrière, ils utilisent un Reactive Mongo Repository. Et donc, dans ce cas-là, si on met dans le même projet, dans le même fichier .xml, les deux dépendances, Spring Web, Spring Boot Starter Web et Spring Boot Starter Web Flags. D'après vous, est-ce que Spring va fonctionner avec Spring Web, c'est-à-dire une programmation impérative, ou bien avec Spring Web Flags, qui est une programmation réactive, ou bien il va alterner selon la fonction. Donc, d'après vous, que pensez-vous que Spring va faire? Est-ce qu'il va opter pour la programmation impérative ou bien réactive, ou bien il va alterner entre les deux codes? Les deux? Notre réponse? Les deux. Les deux. D'accord. Donc, au démarrage de projet, Spring Boot doit choisir son serveur. Donc, une application, elle peut fonctionner seulement dans un seul serveur. Et dans notre cas, donc, si on parle de réactive et impérative, c'est par rapport au serveur qu'on utilise. Par exemple, la programmation impérative utilise un serveur Tomcat, qui est un serveur basé sur la gestion input-output bloquante. C'est-à-dire, sans thread, ils peuvent traiter à la fois que son requête. Et donc, la requête 101, elle sera bloquée jusqu'à que l'un de ces threads est disponible. Et la programmation réactive, elle a besoin d'un serveur qui est basé sur la gestion input-output non bloquante. Et dans le cas de WebFlags, elle contient un serveur embedded qui s'appelle Netty. Donc, puisque Spring Boot doit choisir entre ces deux, par défaut, il choisit le serveur embedded de Spring Boot Starter Web, qui est Tomcat. Donc, il va fonctionner dans un serveur qui est bloquant. Donc, tout le code qu'on a développé, qui est un code de programmation réactive, va être inutile. Donc, on a consacré du temps. On a pensé qu'on va améliorer le code et on finit par une application qui contient les deux codes, flux et des listes, Reactive Mongo et Mongo Repository, etc. Mais finalement, Spring, il va travailler sur la programmation impérative. Donc, ces trois erreurs, c'est les plus que j'ai trouvées dans le projet et il fallait corriger tout ça et rendre l'application plus claire. Donc, si les deux dépendances sont présentes, Spring, il va choisir la programmation réactive, je m'excuse, la programmation impérative, puisque le serveur par défaut, c'est Tomcat. Donc, et c'est pareil aussi pour la partie repository. Même si on n'a pas mentionné WebFlags et Starter Web, soit toute l'application soit réactive, c'est-à-dire elle contient WebFlags, Mongo Reactive, et on travaille avec Reactive Mongo Repository. Soit toute l'application sera sur le blocking mode, c'est-à-dire la programmation impérative, c'est-à-dire Spring Starter Web, qui contient le serveur Tomcat, Spring Data MongoDB et non pas Spring Data Reactive, et Mongo Repository. Donc, tout dépend du serveur et non pas juste du code. Le code, il est fonctionnel, elle peut s'exécuter, il n'y a aucun problème,
mais on n'est pas en train de profiter de la programmation réactive dans ce cas-là. Donc, that's all. C'est ça pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que ces 3 points seront bénéfiques. Pour moi, c'est presque les plus erreurs que j'ai rencontrées dans le projet. De la concaténation de strings qui consomme beaucoup la mémoire. Et ce n'est pas seulement dans les opérations de plus dans des fonctions, mais plutôt même dans les logs. Il faut arrêter de faire log.inf ou bien log.error et on met le plus. Il faut utiliser le formatting mode, c'est-à-dire on fait log.info, on met les 2 accolades, virgule, et on écrit après la partie, par exemple, l'ID ou bien quelques informations qu'on veut l'afficher. Donc, la première chose qui consomme beaucoup de la mémoire, c'est la concaténation de strings en utilisant des plus, en pensant que ça ne va rien faire, mais ça peut nuire l'application. Deuxième point, c'est le nombre de requêtes qu'on voit et les données qu'on utilise. Lorsqu'on développe l'application sur des données simples, ça fonctionne, mais si on utilise ou bien si on manipule plusieurs données, ça va bugger. Et la dernière chose, c'est le fait de consacrer du temps, pensant qu'on va améliorer le code, alors que non, on est toujours sur l'impératif. Donc, that's all. Et j'espère que c'est bénéfique pour vous tous. Merci. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Les points sont très pertinents et tout. Juste, je voulais savoir sur le point de. Juste, je voulais expliquer un petit peu ce que vous aimez, pourquoi utiliser le join test alors qu'on n'utilise pas le join. Au final, parce que le join, ça va faire une intéressant, donc elle va récupérer juste les éléments auteurs qui n'ont pas elle va récupérer juste les éléments books qui n'ont pas d'auteur. Donc elle verra une petite intéressant sur ça. Et du coup, pour la relation M-1, puisque tu as utilisé l'empty page, tu as mis la première solution tout. Dans le cas où on a des objets complexes avec plusieurs relations, du coup, est-ce que ça va utiliser l'intégrale en spécifiant des éléments, par exemple, books, books à des contacts, donc est-ce que ce sera mieux d'utiliser les intégrales en spécifiant tous les objets, sous-objets, de chaque sous-objet, ou de faire la requête HUL en spécifiant ça? Très bien. Donc, oui, avec join, on fait le join avec la table book. On utilise join pour, par exemple, faire des requêtes ou bien des recherches sur des attributs de book, mais join fetch pour lui dire que tu dois récupérer la liste des books avec l'auteur sélectionné. Si c'est dans le cas où on a plusieurs... ah, d'accord. Alors que pour le join, elle fait l'application avec seulement les éléments pour les auteurs. Les auteurs non vus. Les auteurs? Les auteurs non vus. Non. Lorsqu'on utilise une join, donc elle permet de faire la filtration, donc elle permet de récupérer les éléments. Si on fait un point code avec le join tout, donc elle permet de récupérer les éléments books qui ont des auteurs non vides. Mais par contre, si un book n'a pas d'auteur, elle ne va pas le récupérer. Elle ne va pas le récupérer, voilà. C'est une relation lazy. Lazy. Donc ça cause des problèmes de performance et tout ça. Donc ça peut poser des problèmes de performance. De plus, le join fetch, c'est une relation eagle. Donc elle permet de récupérer directement les objets. Et c'est le même cas avec les outils graph. Les outils graph, on force l'objet, on force Evanet à récupérer les objets. Très bien, parce que par défaut, là, dans notre cas, la relation one-to-many, c'est une relation, par défaut, c'est lazy, et non pas eagle. Donc c'est pour cela qu'on essaye de forcer ça. Donc tu as déjà bien répondu à ta question. Donc même avec les entity graph, on peut mettre la liste des books. Sinon, comme j'ai mentionné tout à l'heure,
Je préfère qu'on n'extrait pas toutes les informations de la base, on extrait seulement les informations qu'on a besoin. Et du coup, je pense qu'on utilise des projections et on définit quels sont les attributs, bien les informations qu'on veut récupérer de la base de données. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Non? Non. Désolé, mais de ma pas bien compris. Juste, moi, j'ai expliqué un exemple où on a des santé complexes, donc on a des relations avec des sous-relations et tout ça, tout ça, ça. Est-ce que ce sera mieux d'utiliser la solution 1 ou la solution de faire des intégrales ou de join fetch en termes de user experience? Euh, je veux pas répondre à une question que j'ai pas essayé de faire. Donc, il y a plusieurs. Oui, j'ai bien saisi ta question maintenant. Donc, dans le cas où déjà le book contient d'autres informations et ouais. Donc, je dois essayer ça moi-même. Oui, parce qu'en fait, même si on va récupérer le book, ça va aussi demander d'autres requêtes. Oui. Donc, je pense qu'on doit faire fetch, join fetch encore les attributs de book. Les deux, entité graph. Mais en termes de user experience, qu'est-ce que ça sera mieux? Utiliser cette solution ou utiliser l'autre? Donc, pour moi, ça dépend du cas. Ça dépend du cas, oui. Si tu as besoin de tout l'objet, tu peux utiliser l'intégrable avec tous ces objets et tout ça, tout ça. Mais si tu as besoin de faire la projection, donc tu utilises. On utilise le GPQL, oui, c'est ça. Il y a d'autres questions? Oui. Merci d'abord pour votre présentation. J'ai une question à propos du string buffer. Deux strings, buffer. Oui, je n'ai pas mentionné ça. Vous avez proposé cette solution comme pour réduire le gaspillage de la mémoire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a des solutions analogues pour les autres langages de programmation qui sont suffisantes ou suffisantes? Pour d'autres langages, je ne sais pas. J'ai pas. Je suis plutôt Java. Je suis plutôt Java. Mais je pense que dans chaque langage, on a des choses comme ça. De rien. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez.